Bonjour et bienvenue dans ce 15e numéro de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan de cette quasi-moitié de saison. Quels sont les enseignements à tirer? Qu'est-ce que l'on peut espérer pour la suite? Et nous nous projetterons sur notre prochain match ce mercredi face à Lyon. Et pour en parler avec moi ce soir, il est la caution journaliste de l'émission, c'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Salut Thomas, bonsoir à tous. Et bonne année Samuel d'ailleurs. Meilleur vœu Thomas. Ouais, meilleur vœu. Il est le coach de Culture Sang et Or, c'est Amaury de Monchaux. Bonsoir Amaury. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et ça y est, c'est officiel et encore plus officiel. Il a signé le contrat et tout. Il est le chroniqueur régulier pour Culture Sang et Or. C'est Fabien Rosier de Lens Absolu. Bonsoir Fabien. Salut à tous et bonne année. Ouais, j'ai pas dit bonne année à Amaury, mais sache Amaury que ça ne change rien à notre amour. Bonne année Amaury. Et enfin, il a fait le plaisir d'accepter notre invitation ce soir. Il est le secrétaire de l'association Excellence. Il a dédié sa barbe aux résultats de nos Sang et Or et sa tête vous dit probablement quelque chose si vous avez regardé le documentaire de Sang et d'Or. C'est Thomas Fauvergue. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous et meilleurs vœux. Bienvenue dans l'émission On Accepte qui est de Thomas pour une fois, ça nous fait très plaisir de t'avoir. Donc avec tout ce beau monde, comme je l'ai dit, nous allons débriefer de cette première partie de saison. Nous parlerons de Lens-Lyon, on fera un petit quiz évidemment, on parlera un petit peu des supporters et de cette situation des stades vides. Est-ce que vous êtes habitués à ça? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires de ce live également si vous êtes habitués au match sans public. Et vous pouvez nous donner aussi vos petits débriefs de cette première partie de saison. Voilà, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Alors nouvelle année, donc bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Format identique, mais émission un peu différente puisque Culture Sang et Or a pris son indépendance et est désormais une association. Donc nous continuerons de proposer cette émission que vous connaissez bien maintenant après chaque rencontre du RC Lens. Mais vous pouvez désormais également retrouver des interviews, des articles. Et pour avoir toutes les infos sur ce qu'on fait, sur ce qu'on va vous proposer dans cette année 2021 qui va être très riche, il suffit de nous suivre sur nos réseaux sociaux, @Culture Sang et Or sur Twitter et Culture Sang et Or sur Facebook. On a une page et on a même une chaîne YouTube et bientôt un site. Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais je le dis, voilà, je vous tease un petit peu. On va tout de suite faire le bilan de cette première partie de saison. On le sait, si vous écoutez régulièrement Culture Sang et Or, on est tous plutôt contents. Si vous êtes supporter du RC Lens, vous êtes probablement très contents. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin que ça, de voir qu'est-ce qu'on peut dire de ce début de saison. Ma question, la première, sera très simple, très généraliste. Qu'est-ce que vous avez préféré sur ce début de saison? Un moment, un joueur. Sam, pour commencer. Écoute, je vais te répondre avec une manière très comptable. C'est-à-dire que ce qui me paraît vraiment très fort sur ces premiers mois, c'est le nombre de points. Ouais. 27 points en 16 matchs, c'est une moyenne qui est assez extraordinaire pour un promu. Je pense pas qu'il y ait des exemples de promus qui réussit à obtenir autant de points sur quasiment une moitié de championnat. Donc ça c'est extrêmement encourageant, d'autant qu'on a déjà parlé lors des émissions précédentes, mais les clubs qui sont dans les 3 derniers n'avancent pas. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que le club est déjà maintenu en Ligue 1, même si je suis pas loin de le penser. Mais voilà, disons que comptablement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et tu nous dis souvent, Samuel, dans les émissions, qu'en plus, tu penses que cette année, le maintien va se jouer peut-être avec moins de points que d'habitude. La barre est ouais, parce qu'en fait, Fabien est spécialiste des statistiques encore plus que moi, mais disons que si on prend le nombre de points des 3 derniers et qu'on le multiplie par le nombre de matchs joués et qu'on le divise par le nombre de matchs joués et qu'on le multiplie par 38, on arrive à 27 points justement. C'est-à-dire qu'en fait, en étant un peu cynique, on peut penser que Lens, en perdant 22 fois là, Lens peut quand même se maintenir en Ligue 1. Donc au rythme des dernières équipes. Donc évidemment, Lens perdra pas 22 fois. Donc c'est pour ça que ça sent vraiment très bon pour le maintien évidemment. Et on verra si c'est objectif Ligue des Champions ou objectif maintien cette année. On en parlera dans l'émission. On verra ça. Amaury, toi, c'est quoi qui t'a le plus plu en ce début de saison? Le jeu. Tu sais que je suis attaché au jeu, Thomas, et à ce qu'on propose. Il y a plein de choses importantes. Le bilan comptable est extrêmement important en effet, mais moi je m'arrêterai vraiment sur le jeu. Je trouve qu'on a une vraie identité de jeu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas une vraie identité de jeu. Pendant 3 mois, on n'a pas beaucoup parlé du RC Lens, et là depuis le mois de décembre, on voit sur tous les sites nationaux des articles sur Franck Hez, sur le Racing, sur le jeu que propose le Racing. Je vois même sur des comptes Twitter, par exemple, Lens comme une équipe à suivre en termes de jeu.
Ouais. Donc moi, c'est ce qui me ravit vraiment. J'adore aller au stade et voir une vraie identité de jeu d'une équipe. Et du coup, là, pour le coup, le peu que j'ai pu aller, c'était vraiment enjoué. Et c'est vrai que même sur les émissions spécialistes, on parle souvent de ces nouveaux coachs en Ligue 1 qui proposent du jeu, qui proposent quelque chose de différent. Et souvent, le nom de Francaise ressort. Et ça, forcément, ça fait une fierté pour nous tous. Toi, Fabien, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Bah moi, ce que je préfère là de la première partie de saison, ça va rejoindre un peu ce que disait Amaury. C'est en réalité, c'est le choix qu'ont fait les dirigeants en début d'année 2020, à savoir de remplacer Montagnier et de mettre Franck Hez, alors que l'équipe était deuxième du classement, venait de redescendre troisième. Et contre toute attente, ils choisissent de remplacer. Ils parlent de correctif en nommant Franck Hez, c'est-à-dire qu'ils veulent pas non plus tout révolutionner, mais simplement modifier une dynamique que l'équipe n'avait plus. Et en réalité, ce choix-là, il est déterminant pour tout ce qui s'est passé par la suite, à savoir la montée en Ligue 1, puisqu'ils gagnent les 2 matchs nécessaires qui nous font monter à la 2e place. Et là, derrière, il le prolonge, il le confirme en Ligue 1. Et on voit tout ce qu'il apporte, les idées sur le jeu, la gestion de l'effectif, le recrutement qui a été cohérent. Et voilà, c'est le maître mot à Lens, c'est la cohérence. Et c'est vrai que c'est ça que je préfère depuis quelques saisons, depuis que Ougourlian est arrivé au club. Ouais. On sent vraiment une cohérence sportive à Lens, et il y avait des années qu'on n'avait pas vu ça. Thomas, même punition, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce début de saison? Le groupe dans l'ensemble, avec son bel état d'esprit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, je pense, un groupe aussi soudé. Donc forcément, il doit y avoir des petits clans à l'intérieur, mais des petits clans, des préférences. Mais on sent vraiment que chacun s'arrache sur le terrain pour son pote à côté. Et ça peut faire des différences dans certains matchs où on est peut-être moins bien. Et je l'avais déjà perçu, je pense, l'année dernière, on avait discuté à la réunion avec Jean-Louis Léca. Donc ça joue en réseau, ça sort ensemble. Ouais. Et je pense que c'est important dans la vie d'un groupe. J'ai même vu sur Twitter certains qui disaient qu'on n'avait pas vu un groupe comme ça depuis 98. Ouais. Bon, on n'aura peut-être pas le même résultat, sûrement pas. Mais ça fait plaisir de se dire des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Voilà, on sent qu'il y a une belle cohésion et qu'avec ce groupe on peut faire des belles choses. Alors, Tchèque Traoré, que nous avons reçu dans l'émission juste avant, parlait même d'une famille, clairement. Il disait, voilà, et on sentait que dès qu'on lui parlait de joueurs, il avait les yeux qui brillaient. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le secret d'un groupe qui marche aussi, c'est quand on a aussi une belle bande de potes. C'est pas possible dans tous les clubs, mais dans une structure comme Lens, ça l'est. Je vais juste relever des phrases du chat. Alors, on a un supporter lillois dans le chat, sachez-le. Je préfère le signaler. Je suis supporter lillois, mais forcé de constater que Lens propose un jeu agréable et une belle surprise au classement. Donc, comme quoi, même eux le disent. Et on a Vianney qui dit, tiens, il pleure pas, Thomas, on aimerait bien le voir pleurer. On verra si j'arriverai à faire pleurer Thomas d'ici la fin, parce que visiblement, les gens aiment bien. Dans le chat, n'hésitez pas également à donner votre avis sur le début de saison du RC Lens et à partager, parce que vous avez probablement remarqué, si vous êtes là, qu'on n'est plus sur la même page Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager cette nouvelle adresse aux supporters du RC Lens qui suivaient déjà l'émission avant. Voilà, on a parlé donc de ce qui vous plaisait le plus, et je vais directement attaquer par quelque chose d'un peu plus négatif, même si on va revenir sur du positif très vite. Pour vous, c'est quoi le plus gros flop de ce début de saison? Pas forcément un joueur, mais un moment, quelque chose. Amaury qui souffle, question difficile, mais Amaury, je vais commencer par toi. Non, mais moi, du coup, je pense que je vais choisir un match, Thomas. Moi, l'une des seules fois où j'étais vraiment pas content du match, c'est Lens-Nantes. Ouais. Où pour moi, alors, on perd pas, mais on fait pas un bon match. Ouais. On voit au final que Nantes ne gagne pas là pendant 8 matchs et sur une série vraiment négative. Moi, j'ai pas de joueur sur lequel tirer. Le club, comme le dit Fabien, est vraiment cohérent en ce moment. Donc, je préfère parler d'un match, et donc il y en a plusieurs, mais on pourrait parler du derby, mais pour moi, on fait tellement un bon début de saison que voilà, le derby, on va le mettre de côté. Je préfère parler de Lens-Nantes. C'est une cure d'une série où on peut mieux faire. Et ce match-là, c'est l'un des seuls matchs où je me suis un peu ennuyé devant ma télé. Ouais. Thomas, toi, quel est le flop pour toi du début de saison? Ouais, pour moi, ce sera le derby. Même si on savait que ça allait être compliqué, que avec un entraîneur comme Galtier qui est très très fort. Quand même une déception parce qu'on attendait ça depuis tellement d'années. Et travaillant sur l'île et habitant dans le Nord, j'ai forcément beaucoup de collègues. Il y a des lundis matins plus durs que d'autres.
Bah, heureusement, j'étais en repos lundi, j'avais pu le sentir. T'avais senti Le mardi, ça s'est un peu estompé, mais c'était quand même compliqué. Ouais. Donc forcément, le chambrage, après, au-delà du résultat qui était pour moi logique, même si on n'aime pas le dire, voilà, c'était ce match-là qui a une petite déception. Ouais, c'est un moment difficile. Et on peut saluer, on l'a dit dans Culture Sang et Or, la réaction du groupe, parce que derrière, le groupe a pas eu l'air d'être totalement traumatisé de cette sortie qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Fabien, toi, ton flop de début de saison? C'est dur de trouver un flop, mais oui, je rejoins Thomas. C'est peut-être le derby uniquement sur le résultat et sur la prestation de l'ensemble de l'équipe où on n'a pas retrouvé les fondamentaux de l'équipe depuis le début de saison, à savoir l'engagement et le fait de tout donner sur le terrain face aux adversaires. Ouais. Et Sam? Je veux dire Gaël Kakuta. Non, je plaisante. Je l'ai dit, c'est plus raison. Non, je plaisante. Non, mais un petit peu comme les gars, moi voilà, sincèrement, des flops, j'en vois pas. On a parlé de Lille-Lens. Alors évidemment, le match Lille-Lens, ça arrive de pas. Je veux dire, moi, j'ai un souvenir très marquant de Lille-Lens. En fait, j'ai souvenir de Franck Hez en conférence de presse juste après le match Lille-Lens. Franck Hez qui arrive avec le sourire et qui dit de manière complètement détachée, vous savez, 4-0, perdre 4-0, ça m'est déjà arrivé. Ça va m'arriver encore à l'avenir. Mais en mode, c'est pas grave. On sentait en fait le mec qui respirait la confiance après avoir perdu 4-0. Alors évidemment, Lens avait accumulé pas mal de points déjà, mais déjà on s'était dit, en tout cas je m'étais dit, ce type-là, il est quand même bien particulier pour avoir autant de confiance après une défaite comme ça. Et puis derrière, ils ont continué à enchaîner. Alors je vois un petit flop possible, c'est que pendant une période assez longue de 2 mois, ils ont pris 2 points sur 12 à domicile. Bon, c'est vraiment pour trouver quelque chose. À la rigueur, le flop, c'est plus l'absence des supporters au stade Félix Bollaert. Évidemment, c'est ça le flop, en fait, très clairement. Parce qu'au niveau de l'équipe, pour moi, ils surperforment depuis de nombreux mois. Donc, il n'y a pas de flop. C'est clair. Sam, par rapport à quoi tu surperformes? On surperforme pas. Dis-moi, j'ai pas compris. Je te disais par rapport à quoi tu dis qu'on surperforme? On surperforme pas. Peut-être, t'as raison. Mais en fait, ils surperforment par rapport aux attentes qu'on avait dans cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les observateurs, les supporters, on se disait, bon, tiens, s'ils terminent 17e, ça serait bien, on signe dès demain, etc. Et puis, en fait, là, c'est première partie de tableau et pourquoi pas plus haut. Donc, c'est par rapport à nos attentes, mais peut-être qu'effectivement, dans le groupe, on se souvient de Clément Michelin en début de saison qui disait, non, nous, on vise top 10, etc. Peut-être qu'il n'y a pas effectivement de performance au-delà de leurs attentes à eux, aux joueurs. D'ailleurs, Franck Hez parlait encore en conf là, ce matin. Il disait la première étape, ça reste le maintien, mais il sous-entend toujours qu'il y a plusieurs étapes derrière et qu'il a envie d'y aller quand même. On va en parler, je vais en parler très vite. Vous savez que j'aime bien de parler de Ligue des Champions dans Culture Sang et Or, ça m'amuse toujours un petit peu. Mais en tout cas, Sam, ce que tu disais, même si c'est pas toujours vrai, potentiellement un homme qui sait trouver les mots en conférence de presse, c'est peut-être aussi trouver les mots dans le vestiaire, et c'est ça qui peut nous rassurer sur Franck Hez. On a Johan qui partage pas mal le point de vue le match qui est revenu dans la bouche d'Amaury, ce Lens-Nantes, et notamment ce Nantes-Lens, notamment de la faculté à ne pas faire la différence face à des équipes du même niveau ou même d'un niveau inférieur à nous, qui peut être un petit flop qui est arrivé plusieurs fois, pas énormément, mais plusieurs fois dans ce début de saison. Du coup, on a pas mal parlé des matchs dans les flops, donc je vous propose de me dire quel est votre match préféré, votre match référence selon vous du RC Lens sur cette première partie de saison. Fabien, tu as l'air de savoir, d'en avoir. Je pense à Rennes-Lens, où pas forcément pour le contenu, mais pour le contexte du match. On restait sur 2 matchs sans victoire, et avant le match, on s'était tous dit face à Rennes, voilà, c'est un concurrent qui joue la Ligue des Champions, on a très peu de chance. Et finalement, sur cette rencontre-là, on fait le dos rond, on accepte de subir, on laisse les Rennais face à leurs doutes de l'époque, et ils se sont montrés inoffensifs, et on s'est hyper efficace, et un petit peu contre nos principes de jeu, mais j'ai bien aimé cette victoire. Ouais. Je trouve qu'elle nous a en plus remis en selle derrière, et j'ai apprécié ce match. Ouais. Il y en a eu plusieurs des matchs charnières sur cette première partie de saison. Peut-être que certains en auront d'autres ici. Thomas, toi, ton match préféré, c'est lequel? Pas forcément dans le contenu, mais Lens-Paris, parce que c'était le retour à Bollaert. Le seul match qu'on a pu faire pour les abonnés Marek, mais
il y avait de l'ambiance. On a fait le dos rond. On arrive à marquer sur une erreur de relance. Explosion de joie sur le but. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Ouais. À cette intensité. Et ça faisait plaisir de se retrouver entre potes, au stade. On l'espère, on parlera des supporters, comme je l'ai dit en début d'émission. On espère pouvoir retrouver tout ça très vite. Non, on va pas dire très vite, mais le plus rapidement possible, évidemment. Amaury, ton match de référence? Écoute, moi, je vais dire Lens-Bordeaux. Déjà parce que j'étais au stade, plutôt assez haut, tu sais, dans les tribunes. Et là, je me suis dit, on sortait de 2 victoires en plus. C'est la 4e journée, donc on avait fait déjà 2 victoires. C'était la 3e. Et là, je me suis dit, dans le jeu, on est vraiment intéressant. Bordeaux, qui arrivait chez nous meilleure défense, on les a secoués, mais vraiment dans tous les sens avec le ballon. Ils marquent un but à la fin, mais clairement, on les a ultra dominés. Et là, je me suis dit, on est quand même une vraie belle équipe de Ligue 1 et ça fait du bien. Ouais, clairement. Dans le chat, on parle pas mal du match face à Monaco. Forcément, victoire 3-0, c'est assez impressionnant. Sam, est-ce que c'est ton match préféré, Monaco, ou pas du tout? J'avais pensé à Monaco, j'avais pensé à Lens-Bordeaux, j'avais pensé à Lens-Paris. Donc, ça a déjà été dit. Je vais dire le dernier match, le Lens-Brest. Parce que Amaury parlait du Lens-Bordeaux qui avait été globalement 100% maîtrisé par le RC Lens. À quelques exceptions près, au milieu de la première mi-temps, j'ai trouvé que Lens avait vraiment maîtrisé la rencontre contre Brest, qui était une équipe qui restait sur des performances assez impressionnantes à l'extérieur. Donc, je vais mettre ce match-là, les attaquants qui marquent. Puis effectivement, il y a encore D'ailleurs, il faudrait s'interroger sur les raisons, mais ce but de l'adversaire dans les arrêts de jeu ou quasiment dans les arrêts de jeu, alors que l'équipe maîtrise globalement, on se rend compte qu'en fait, il y a assez peu de victoires avec 2 buts d'écart. Avec Lens, on a parlé de Rennes, on a parlé de Monaco, mais sinon souvent c'est des victoires avec un seul but d'écart. Donc il y a peut-être également une matière à progresser pour Francaise et pour ses joueurs dans les semaines à venir. J'ai une question qui ne va pas faire beaucoup avancer le débat, mais je tiens à la poser de Adrien qui veut poser une question à Thomas pour savoir est-ce que c'est difficile d'être supporter de Lens, de vivre à Lille et de s'appeler Fauvergue? Beaucoup l'ont oublié, Fauvergue. On m'a souvent posé la question de savoir si c'était la famille, toujours. Et c'est non. Et je suis pas à Lille, j'habite un peu plus loin, mais je travaille sur Lille et forcément je me suis fait charrier quand je suis arrivé là-bas dans la société. C'est compliqué, mais j'ai l'impression que tout ça est en train de s'inverser, non? Enfin, on verra ça en tout cas dans les prochains mois. On l'espère. Mais on l'espère. Encore une petite question donc, sur cette première moitié de saison. Donc j'ai parlé de votre match préféré et j'ai une question sur les joueurs. À votre avis, quel est aujourd'hui au RC Lens le joueur qui a la valeur financière la plus élevée selon vous? Faut un petit peu chercher dans votre boule de cristal. Amaury, à d'autres lignées de la tête, il a une réponse. Écoute, moi je vais dire Loïc Badet, par le marché actuel, par son âge, son poste et du coup le potentiel qui nous permet d'entrevoir. Je pense que c'est l'une de nos plus grosses valeurs marchandes par rapport à nos top players qu'on a actuellement dans l'effectif. Je pense que c'est l'un de notre plus belle valeur. Dans le chat, n'hésitez pas à me proposer des noms de joueurs, je les mentionnerai. Sam, pour toi, c'est qui le joueur qui vaut le plus cher aujourd'hui? J'ai pensé à Badet également. Je pense qu'il y en a peut-être 4 ou 5 qui ressortent avec effectivement tous les jeunes joueurs qui ont explosé lors de cette première partie de saison. Pour moi, celui qui symbolise le plus ça, c'est-à-dire celui où on se disait mais c'est quoi cette histoire? Et puis au final, après 5 matchs, le mec, hop, il nous met dans sa poche. Il s'appelle Ignacio Canago. Donc on s'était dit voilà c'est quoi ces 6 millions d'euros, enfin c'est 6 millions d'euros. Bon alors évidemment il y a eu cette blessure à la cheville, mais il a mis quelques semaines à revenir, mais là il est à nouveau au top. Donc je pense que c'est une valeur marchande importante. Et puis parmi peut-être les joueurs qui ne sont pas venus, avant de laisser la parole aux camarades, les joueurs qui étaient déjà là, Cheikh Doucouré, c'est aussi un joueur qui a beaucoup montré durant cette première partie de saison. Comme ça fait longtemps qu'il est là, on a l'impression qu'il est âgé, mais c'est un tout jeune joueur aussi. Capacité Cheikh Traoré nous parlait de niveau de Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est effectivement le cas. Ça pourrait arriver plus vite que prévu, peut-être pour lui. J'ai un habitué de l'émission qui n'est pas là aujourd'hui, Greg Lallemand, qui me dit qu'il veut revenir sur le flop de la saison. Il me dit que le flop de début de saison pour lui, c'est Sam Duhamel. Alors, je sais pas réglé. Mais bon, enfin bref. Thomas, pour toi, c'est qui le joueur qui a la plus forte valeur marchande? Les deux qui ont été cités, là, Badet et Doucouré, je pense que pour les mêmes raisons que Amaury et Samuel, la jeunesse, le talent, le poste. Donc, voilà, Doucouré est déjà international.
Voilà, ces deux-là. Après, je pense à Klose sur le côté droit qui monte en puissance. Il y a une vindicte populaire pour le voir en équipe de France d'ici fin de saison. Voilà, mais je pense qu'il va encore progresser. C'est quelqu'un qui a démarré tard et qui va aller loin, je pense. Alors c'est rigolo parce que je poserai une question sur l'équipe de France, mais avant, je vais avoir le joueur qui vaut le plus cher selon Fabien. Selon moi, c'est forcément un attaquant. On sait que c'est les joueurs qui sont le plus chèrement achetés, donc je dirais Ganago. On se souvient qu'on l'avait déjà acheté très cher, cher à Nice, 6 millions, je crois, de mémoire. C'était un joueur qui n'était pas forcément toujours titulaire là-bas. Là, il a vraiment pris une place importante dans l'équipe. Bon, il s'est blessé, du coup, il a vu un peu la concurrence revenir à son niveau, mais je pense qu'il va faire une grosse deuxième partie de saison. Et il est déjà à 5 buts. Je le vois bien au-delà des 10 buts en fin de saison. Et les prix pourraient très vite monter. Donc, je dirais Ganago. 22 ans, Ganago. 22 ans, en plus jeune joueur. Amaury, tu voulais rajouter ? Juste par rapport à ta question, Thomas, sur Transfer Market, qui est le site un peu de référence, c'est Seko Fofana, forcément, avec 10 millions d'euros, qui est le joueur le plus cher, mais en même temps, c'est ceci versus le prix qu'on l'a payé, nous. Et, juste pour corroborer, tout à l'heure, Sam disait qu'on surperformait. Ça, c'est typiquement un point où on surperforme, c'est que notre effectif, il a la 15e valeur de Ligue 1. C'est-à-dire que si on additionne les valeurs des joueurs, on est 15e. Et aujourd'hui, on est 7e. Et donc, Sam a raison, on surperforme de ce côté-là. Voilà, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Amaury, le Transfermarkt, effectivement, site de référence, pour l'avoir, regardé il y a peu de temps, je pense que les valeurs marchandes des joueurs lensois n'ont pas été mises à jour. Ouais, clairement. Ouais. Donc, notamment Loïc Badet. Notamment Loïc Badet, mais enfin bref, d'autres aussi. Toujours un mur. Mais effectivement, on aura sûrement une mise à jour très bientôt là avec le mercato. Je voulais vous demander par rapport on voit Lens et Lorient au début de saison avaient un profil finalement très similaire, avec peut-être un Lorient un peu plus performant en Ligue 2 que le RC Lens l'était en Ligue 2. Lorient peine vraiment en Ligue 1. Pourtant, il y a eu des dépenses du même acabit que celle du RC Lens. À votre avis, c'est quoi il y a un très bon coach aussi qui fait le jeu à Lorient. C'est quoi la différence majeure entre ces équipes ? Pourquoi elles ont un destin autant opposé, Sam ? En fait, excellente question. Disons que j'ai l'impression que Lorient s'est trompé sur le recrutement, alors que Lens a été extrêmement performant dans le recrutement. C'est-à-dire que ils ont vraiment donné l'impression de tout vouloir mettre sur Garbic. Et il y a 6 mois, je sais pas si vous en souvenez, Garbic, c'était la valeur montante. Il y a beaucoup d'observateurs qui l'espéraient à Lens. D'ailleurs, il avait failli signer à Lens, mais Arnaud Pouille finalement a mis son veto parce qu'il sentait avec les agents de Garbic qu'il y avait toujours une volonté d'obtenir plus d'argent, etc. Donc ils ont centré un recrutement sur lui, donc ils ont mis beaucoup d'argent sur lui. Derrière, ils ont acheté un autre attaquant dont le nom échappe, qui jouait en Belgique et qui pour le coup ne surperforme pas du tout. Tu dis ? Mopi. Exactement. Et au final, peut-être que le reste de l'équipe a été moins bien construite. La particularité à Lens, c'est que clairement, ils ont acheté 1 ou 2 joueurs forts ou très forts dans chaque ligne. Ouais. Chaque ligne et également sur les côtés pour doubler les postes. C'est-à-dire que il me semble que quelque part c'est un recrutement qui a été plus intelligent, pour dire les choses très clairement. Et après, alors évidemment Pélissier top coach. Mais peut-être que Franck Hez, j'entendais encore là justement Greg, il est pas là, mais il a fait l'interview de Flo Sotoka, il pourra en parler peut-être la semaine prochaine. Greg Lallemand, Franck Sotoka, quand il parle de Franck Hez, il dit c'est une crème. C'est-à-dire que c'est les termes qui sont choisis, c'est quand même très fort pour parler entre guillemets de son supérieur hiérarchique. Donc il a vraiment cette capacité à prendre soin de ses joueurs et à maximiser leur potentiel. Donc c'est peut-être des raisons qui expliquent ces différences qui sont quand même assez impressionnantes, quoi, effectivement, entre les deux équipes. Et alors, on entend parler aussi d'une gestion de groupe, notamment une mauvaise intégration de Gerbic dans le groupe. Ça a déplu un petit peu cette espèce de starification. Bien sûr. Ce qui a été mieux géré à Lens, finalement. Il y a les écarts, j'ai pas les chiffres exacts, mais les écarts de salaire entre Gerbic et les autres joueurs lorientais sont très importants. Et quand derrière Gerbic, il assume pas en Ligue 1, forcément, le reste de l'équipe se dit mais c'est quoi cette histoire alors que c'est vrai que les leaders techniques et les leaders en termes de revenus à Lens, Kakuta, Fofana, ils en imposent. Ouais. Donc les rôles sont clairement définis
et c'est très facile ensuite pour lancer une machine collective, quoi. Le chat s'emballe pas mal, hein. Du coup, je vais juste rapidement dire. Donc, certains me disent que la plus belle valeur, ça reste Amaury de Monchaux. Voilà, c'est des gens qui sont dans le chat, donc je relais. Je vais poser une question à Thomas. Alors, je vais resituer parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, tout le monde n'a peut-être pas l'info, mais je pense que beaucoup l'ont. Donc, dans le documentaire de Sang et d'Or, Thomas promettait que si le RC Lens montait en Ligue 1, il se rasait la barbe, ce qu'il a fait. Parce que Thomas est un homme de parole. Quand il nous a dit qu'il viendrait chez Culture Sang et Or, il l'a fait. Et du coup, on se demande, est-ce que tu es prêt à te raser la tête si Lens est européen à la fin de saison? Ah oui, la tête et la barbe s'il faut. Hein. Ouais. Alors, okay. Tu aimes bien parler de Ligue des Champions, donc s'il y a les deux, il y a la Ligue des Champions, ce sera la tête et la barbe. Si la Ligue des Champions, c'est la tête et la barbe, s'il y a Europa League, c'est quoi? C'est la barbe? Ce que vous voulez, vous choisissez. Ok. Et du coup, t'es prêt à revenir dans Culture Sang et Or totalement imberbe si on est en Ligue des Champions? Ouais. Et en Europa League aussi. Allez, on tient Allez. tout ça. On le prend pour nous. On verra. Espérons rien que pour ça. Et on parle pas mal dans le chat aussi de Kalimundo, qui n'appartient pas officiellement au RC Lens, comme peut-être la plus forte valeur à la fin de cette saison. Effectivement, s'il continue à performer de cette manière-là, c'est possible. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la comparaison Lorient-Lens ou on a fait le tour? Oui, moi, je voulais juste dire, Thomas, que. Pardon, Fabien. Vas-y, Fabien. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, Amaury. Juste pour ajouter à ce que disait Sam, Lens dépense 19 millions d'euros dans les transferts, Lorient 26,5, donc c'est quand même énorme. Ouais. Mais selon moi, ils se sont juste trompés dans le top player, le joueur qui va faire la différence. Je crois que Beach ne s'adapte pas au jeu l'orienté pendant qu'Akuta fait exploser le Racing Club de Lens, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et il faudra faire gaffe, parce que on l'a beaucoup dit, le RC Lens et Lorient ont profité des effets pervers de la crise en s'asseyant sur des droits télé de Ligue 2 qui étaient minimes et en récupérant des droits de télé de Ligue 1 très forts. Mais les droits télé de Ligue 1 finalement ne seront pas aussi forts que ça. Donc le RC Lens avec ses bons résultats est peut-être un peu plus protégé que Lorient. Donc il y a un petit risque peut-être du côté de Lorient. Fabien. Ouais, moi je voulais simplement dire que, alors certes, Lorient et Lens viennent de la même division, mais c'est pas forcément comparable en termes de club. Et je me souviens je me dis que Lens est porté par quelque chose par une sorte de force qui est née au moment des barrages d'accession. Il y a de ça 2 saisons, où à l'époque Montagnier disait on est porté par quelque chose qui nous dépasse et qui nous pousse à aller plus loin. Et je pense que cette force-là est encore présente au club, et la Ligue 1 était attendue par tout le club, par tous les supporters, par toute une région, et le fait d'être remonté aujourd'hui donne une sorte de aura, quelque chose de cosmique quasiment à Lens, que peut-être n'a pas forcément Lorient, qui n'est pas poussé par le même soutien populaire et la même ferveur. Voilà. Je pense que c'est un club qui sera quand même un peu mieux en deuxième partie de saison. C'est avec Lens, je crois, les clubs qui ont pris le plus de buts. On connaît les expected goals chers à Sam Duhamel. Et Lens et Lorient sont derniers du classement des buts qu'ils auraient dû pas prendre, entre guillemets. Ok. On a un spécialiste, un Pellissier, un spécialiste des remontadas finalement. Donc il est capable de le refaire. En tout cas, on le souhaite à nos amis lorientais. On va maintenant parler de cette deuxième partie de saison qui nous attend, avec déjà une première info mercato qui est tombée aujourd'hui. Charles Bolly, on parlait de Tchèque Doucouré, Charles Bolly, un autre gros espoir du club Sang et Or, a été prêté au Paris FC. Charles Bolly qui n'avait pas pu jouer, qui revenait d'une blessure, qui n'a pas joué en Ligue 1. Qu'est-ce que vous pensez de ce prêt, Fabien? C'est plutôt une bonne nouvelle? Ouais, bonne nouvelle pour le joueur qui va pouvoir retrouver du rythme, et j'espère pour lui jouer régulièrement les matchs. Là, à Lens, il partait de loin. Voilà, en plus, apparemment, Franck S dit qu'il ne voulait pas jouer piston gauche, semble-t-il. Donc, forcément, il paye un petit peu sa polyvalence. Il a du mal à trouver sa place dans l'équipe qui est hyper bien lancée depuis le début. Il a raison de se remettre en selle pendant 6 mois à l'étage inférieur. Ouais. Alors, on suit plus trop la Ligue 2, peut-être chez certains supporters Sang et Or. Il faut savoir que le Paris FC est 5e. Le Paris FC, c'est un club qui est en train de se restructurer, qui est en train d'essayer de devenir une valeur forte de la Ligue 1. Donc, en termes de prêt, s'il arrive à se faire une place dans cette équipe, ça peut être une très très bonne chose pour Charles Bolly. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Charles Bolly? Ouais, je veux bien. Donc déjà, effectivement, c'est très bien qu'ils partent au Paris FC, qui est une équipe qui était très très bien partie en Ligue 2. Là, ils sont 5e, mais en tout cas, je pense que c'est une équipe qui va lui permettre de progresser, d'avoir du temps de jeu. Simplement, j'avoue que j'ai été un petit peu étonné par la justification de Franck Hez sur son absence de volonté de jouer piston gauche. Faut pas oublier Fabien parlait de 2 matchs
les deux matchs de Franck Hez en Ligue 2 en fin de saison, enfin entre guillemets en fin de saison dernière, Charles Bolly les joue piston gauche. Notamment le match au PFC où il marque sur coup franc et en fait il marque pas, le but annulé. Enfin bref, vous vous souvenez de ça. Il fait un très bon match piston gauche. Alors je comprends la volonté de Charles Bolly de jouer plus. Donc c'est très bien pour lui de partir en Ligue 2. Mais j'ai simplement été surpris par rapport à cet argument il refuse de jouer piston gauche. On le sait, Charles Bolly c'est un joueur qui joue normalement plus milieu, voire milieu offensif, gauche, droite, voire axial. Mais qui disent voilà, je veux jouer davantage et je vois que entre guillemets je suis barré. Ça me paraît logique. Qui refuse de jouer piston gauche, ça me paraît plus surprenant. Disons que j'ai pas l'impression que Charles Bolly soit à ce point avancé dans sa carrière pour refuser de jouer à un poste dans une équipe comme Lens qui tourne bien. Mais après, on n'est pas dans le vestiaire, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce qui est très bien, c'est qu'il signe dans un club ambitieux de Ligue 2. Il faut pas oublier que c'est un joueur également qui est sous contrat jusqu'en 2024. Il avait prolongé, donc il a tout intérêt pour lui, pour le PFC, pour le Racing Club de Lens à bien marcher sur les 6 mois qui viennent là. C'est surprenant qu'il puisse dans son club formateur, qui tourne bien. Mais c'est une info qu'on avait chez Culture Sans Heure depuis le début de saison. On avait parlé début septembre. Il voulait pas jouer piston gauche. Donc, c'était urgent. J'en ai parlé quand je me prenais un peu directeur financier du Racing, là, qu'il fallait envoyer des joueurs en prêt. Et j'espère que c'est un premier départ qui en appelle un ou deux autres au point de vue du contexte financier qu'on vit avec le droit télé. En tout cas, il y a des départs au RC Lens, mais il y a des arrivées sur notre chat et sur notre live. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à partager. Je vois que vous l'avez déjà un petit peu fait parce qu'il y a plus de monde qui arrive. Comme je l'ai dit, pour ceux qui débarquent, on change de plateforme puisque maintenant on est directement sur notre page Facebook Culture Sans Ailleurs pour faire des lives. Donc on espère récupérer autant de monde qu'on avait auparavant. Et ce sera aussi grâce à vous qu'on pourra le faire. Donc merci beaucoup de partager cette nouvelle page. On parle mercato. Il y a une rumeur qui est arrivée comme ça sur des sites peut-être peu scrupuleux, mais cette rumeur est arrivée quand même d'un Facundo Medina qui attirerait Manchester United. Est-ce que vous y croyez à cette rumeur ou est-ce que ça vous fait juste sourire, Thomas, peut-être? Non, je n'y crois pas du tout. Du moins pas pour cet hiver. Il y a quelques bons matchs, un peu plus dans le dur après, donc je pense que c'est juste une rumeur lancée comme ça. Quelqu'un va ajouter quelque chose sur Facundo ou non, personne n'y... Non, mais vas-y, Amaury. Que Facundo se concentre, on voit qu'il y a un temps d'adaptation qui est classique sur un joueur qui arrive d'Amérique du Sud. Ouais. Mais je pense qu'il a encore besoin d'une ou deux bonnes saisons référence avant d'aller voir autrement ce qui se passe. Après, il est international argentin. Ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait des recruteurs outre-Manche qui cherchent à faire un bon coup avant qu'il soit réellement connu. Et, ça reste possible. Mais qu'il soit pisté. S'intéresse à lui. Exactement. Qu'il soit pisté, que des clubs anglais soient intéressés par son profil et par d'autres profils au sein du club actuellement, ça ne fait aucun doute. Après, je serais très surpris qu'il s'en aille dès maintenant. Déjà parce que le club a besoin de lui et je suis pas certain que de toute façon les propositions qui pourraient arriver soient suffisantes par rapport à ce qu'il peut encore amener et à la valeur marchande qu'il va pouvoir encore acquérir dans 6 mois, dans un an et demi. Donc ça serait, je pense, un très mauvais plan et sportif et économique de le céder maintenant. Ouais. En tout cas, tout cela illustre très bien quand même notre recrutement qui est l'un des meilleurs depuis très longtemps. Ça, c'est une belle conclusion qui fait toujours plaisir, et tu as raison, Amaury. En parlant de prêt, on parlait donc de Charles Bolly. Un autre de nos joueurs a été prêté en Ligue 2 en ce début de saison, c'est Gaëtan Robaille. On me demande, c'est pas une question que j'avais prévue, mais sur le chat, on a Aurélien qui nous demande qu'est-ce qu'il devient en Ligue 2. Aux dernières nouvelles, il a été écarté du groupe sur les derniers matchs par le coach de Guingamp. Je ne sais pas si déjà on peut voir Gaëtan Robaille jouer cette année. Plus sous la Ligue 2. Amaury ? Non, écoute, a priori, il a fait un peu. Le problème de Gaëtan Robaille, c'est que dès qu'il sort du 11 titulaire, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de rentrer dans les matchs, etc. Et donc, ce qu'on voit de loin, a priori, il est sorti aussi du 11 et derrière, à Guingamp, ça s'enchaîne mal et au point de sortir du groupe, comme tu viens de le dire. Après, Guingamp, c'est une équipe qui est vraiment en panne de confiance. C'est une équipe qui traverse une crise. Là, ils visaient la Ligue 1. Ils sont 15e. Ils luttent pour pas descendre, en fait. Donc, il y a pas mal d'anciens Lensois d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est compliqué pour toute l'équipe, c'est compliqué pour lui aussi. J'ai été surpris par certaines de ses déclarations dans la presse où il comparait justement le Lens de la saison dernière avec le Guingamp de cette année. Et il allait jusqu'à dire que dans le club de Guingamp, il y avait certainement plus d'amateurisme, etc. Donc j'imagine que ça a été assez mal perçu par les dirigeants et par Vazdarevic,
le coach de Guingamp. Donc voilà, il a été évincé. Je pense que ça va être compliqué pour lui de se relancer en deuxième partie de saison. Il est peut-être pas dans la bonne équipe pour ça, effectivement. Il est en plus blessé au genou, donc il a tout pour ne pas réussir. La question d'Aurélien Sénicourt, est-ce que Robaille tourne bien en Ligue 2 ? Pour répondre, il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement. Non, pas bien. On va reparler encore mercato. Voilà, normalement pas d'arrivée prévue au RC Lens, mais admettons, s'il pouvait y avoir une arrivée, ce serait à quel poste, à quelle ligne, et éventuellement qui pour vous dans ce groupe. Peut-être Fabien pour commencer là-dessus. Ouais, c'est compliqué. Je dirais en défense. Peut-être un défenseur supplémentaire pour, un défenseur plus fiable que ceux qu'on a en réserve, c'est-à-dire Diallo ou Radovanovic, même si j'aime bien ce joueur. Peut-être qui puisse s'insérer dans la rotation des trois que sont Badé, Gradit et Medina et Aïdara, voilà. Ouais, peut-être un défenseur. Mais... Je l'ai ce joueur parfait, moi, mais ça n'appartient peut-être qu'à moi. C'est le défenseur de Lyon, Ben Lamry, qui ne joue pas à Lyon et qui, pour moi, est un excellent défenseur. Mais voilà, il avait fait un match, il avait fait une très très bonne rentrée à Lille. Je sais pas si vous avez vu ce match là entre Lille et Lyon. Ça avait terminé 1-1, des Lyonnais à 10. Il rentre et sincèrement, il devient capitaine de la défense sur les 25 dernières minutes, alors qu'il avait jamais joué avec cette équipe. Il avait été bluffant, donc je suis assez d'accord. Et ce genre d'expérience. Toi, Sam, à quelle ligne tu voudrais qu'on recrute si on pouvait recruter un joueur ? J'irais dans le même sens que Fabien. C'est-à-dire que pour moi, à mon sens, il n'y a pas besoin de recrutement là. C'est-à-dire que on a parlé dans cette émission du fait qu'il n'y ait que 3 milieux défensifs relayeurs avec Doucouré, Cahuzac et Fofana. Donc, effectivement, avec l'enchaînement des matchs, un 4e, ça pouvait être pas mal. Mais sauf que Mauricio a fait des bonnes rentrées à ce poste-là. Donc, il y a peut-être aussi des joueurs en réserve qui pourraient taper à la porte, donc je vois pas trop l'intérêt de recruter. Et même en défense, même si je suis assez d'accord pour aller dans le sens de Fabien, il y a les trois qui globalement sont assez fiables, Medina, Badé et Grady. Mais derrière, il y a Fortes, Aïdara aussi qui sont montés en puissance sur les dernières semaines. Donc je verrais pas trop l'intérêt d'ajouter un joueur à ça. Notamment Aïdara, qu'on n'attendait pas trop à ce poste-là, mais qui pour moi fait le job. Qui surperforme, Amaury. Pour le coup, je pense. Alors, non, quand on connaît le Aïdara de il y a quelques années, on ne peut pas parler de surperformance parce qu'il a eu un moment dans sa carrière où il était très 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 bon. Il y a Aurélien Sénicourt qui nous parle d'éventuellement quelqu'un pour suppléer Kakuta. Peut-être si Mauricio n'arrive pas à tenir la baraque, parce qu'il fait plutôt bien jusqu'à présent, mais éventuellement un milieu offensif. Toi, Amaury, tu partirais sur quel profil ? Aurélien me coupe l'herbe sous le pied. J'allais parler du poste de milieu offensif, même si c'est un peu idéaliste. On parle vraiment d'un choix du roi là. Et je pense que Kakuta a besoin d'un minimum de lumière sur lui et qu'on le laisse jouer un maximum. Ouais. Mais s'il y a un poste où on pourrait doubler, c'est à ce poste-là, puisqu'on n'est pas, on va pas être de mauvais augure, mais on est à l'abri de rien. Et du coup, si on avait moyen de se mettre une petite pointure à ce poste-là, je pense que ce serait le top. Parce que pour moi, Boura mérite d'avoir sa place sur le côté gauche. Il montre de plus en plus qu'il monte en puissance. Le couloir droit, on est OK. Donc pour moi, il y a que ce poste de numéro 10 là où on peut étoffer. Et c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher un joueur alors qu'on a le pilier de l'équipe qui est forcément titulaire indiscutable quand il n'est pas blessé. C'est très compliqué de dire. Voilà. Thomas, toi, pour terminer, quelle ligne t'aimerais bien étoffer ? J'étais sur un défenseur, pareil, un défenseur central. On est équipé, ça donne satisfaction, mais on prend quand même pas mal de cartons. Et je pense que quelqu'un qui pourrait suppléer quand on prend succession de cartons jaunes, Fortes dépanne et il monte aussi en puissance. On oublie un peu ses mauvaises prestations de fin de saison dernière. Ouais. Voilà, donc on a tous oublié ça et on passe sur ces bonnes prestations qui est de plus en plus solide. Donc voilà, un défenseur central ou voilà un milieu pour suppléer Kakuta, mais lui-même parle de sa relève avec Pereira da Costa. Ouais, exact. Ouais. Il y a Damien qui nous propose Oudjani aussi qui redescendrait un petit peu plus bas. Pourquoi pas Oudjani aussi. Avec la jeunesse. J'ai une question à vous poser. La dernière sur l'analyse de cette future partie de saison. C'est une question un peu piège, comme j'aime bien.
Est-ce que vous souhaiteriez que le RC Lens soit européen en fin de saison? On en a parlé par rapport à la pilosité de Thomas, mais est-ce que pour vous, ce serait bien pour le club que le RC Lens soit européen, ou est-ce qu'il faut être raisonnable et le maintien, c'est suffisant? Fabien, peut-être? On a envie de répondre oui à ta question, Thomas, mais je vais prendre la métaphore du régime alimentaire pour expliquer mon argumentaire. C'est-à-dire que le plus dur dans un régime, c'est pas de perdre du poids. Il y a une première phase, on perd beaucoup de poids. Le plus dur, c'est de se stabiliser. Et là, Lens, pour faire le parallèle, Lens est remonté en Ligue 1, très bien. Il s'est renforcé, il a su garder son ossature de l'équipe qui était montée en Ligue 2, il l'a renforcé à des postes clés et il obtient des super résultats qui dépassent toutes nos attentes et nos espérances. Bon. Mais là, le plus dur commence et notre ambition, elle doit être là et c'est là qu'on doit être vigilant, c'est-à-dire ne pas grandir trop vite et donc faire face aux attaques d'autres clubs qu'on va subir peut-être cet hiver, mais sûrement cet été, sur des offres et des ventes de joueurs, continuer à se renforcer, avoir la même exigence sur le profil des joueurs à recruter, conserver ce groupe, cet état d'esprit, tout en continuant à se développer. Et donc tout ça pour te dire au final que non, je souhaite pas forcément qu'on soit européen cette saison. Je souhaite qu'on soit le plus haut possible, mais c'est pas un espoir ou une attente, quoi. En tout cas, si en fin de saison on n'est pas européen et que vous êtes un petit peu triste, pensez à Wet Watcher et à vos questions. Pour Aurélien dans le chat, c'est peut-être trop tôt, on n'a pas encore les reins assez solides d'après lui. Thomas, toi, est-ce que tu le souhaites? Oui, ça, voilà, mais je rejoins Fabien sur le fait que ça pourrait être un peu trop tôt. Mais de l'autre côté, on pourrait peut-être garder des joueurs qui ont envie justement d'aller voir l'Europe. Et rapidement, peut-être Loïc Badet qui, après une bonne saison, va peut-être vouloir partir et avoir des offres de clubs européens l'année prochaine, Europa League ou Ligue des Champions. Ouais. Moi, je m'attends pas à l'avoir 10 ans, Loïc Badet dans le. Non, voilà, donc je me dis Europa League tout de suite, on peut le garder peut-être une année de plus, voire deux. Oui, clairement, ouais. Sinon, ça va être compliqué de garder nos meilleurs joueurs. Après, je fais confiance aussi aux dirigeants et au staff qui doivent anticiper. On a dans le chat Waka qui dit une attaque directe à Fabien. Hein. C'est pas sympa de parler régime alimentaire alors que Greg Lamant est absent ce soir. Donc voilà, je voulais le relever. Amaury, toi, est-ce que tu souhaites être européen en fin de saison? Alors pour moi, c'est un non. Enfin, pour moi, il faut pas. On voit avec le début de saison de Reims, par exemple, que si on va dans des qualifs de Coupe d'Europe, ça peut nous mettre en danger après. Les saisons sont à rallonge. On sait que la deuxième année après l'accession est toujours la plus dure. Donc, se rajouter une qualif en Coupe d'Europe en plus de ça, attendons encore un an. Il faut savoir raison garder. Peut-être un Nagui qui nous dit laissons passer 2-3 saisons, qui est un petit peu sur le même argument que toi, Amaury. Et Sam, pour conclure sur cette question, toi, est-ce que tu le veux? J'en sais rien. Simplement, effectivement, il y a ce que je vois, c'est que les clubs français en Coupe d'Europe sous-performent depuis quelques années, notamment cette saison. Nice, Reims, ça a été un désastre. C'est un désastre en Coupe d'Europe et en championnat, c'est pas extraordinaire. Donc, s'il y a qualification en Coupe d'Europe, ça veut forcément dire qu'on change de braquet. Enfin, dans ma conception, c'est qu'on change de braquet parce que tu participes à une Coupe d'Europe et il y a une histoire européenne à Lens. Donc, l'idée, c'est que t'y vas pas pour participer, t'y vas pour être compétitif direct. Et si t'y vas pour être compétitif direct, ça veut dire qu'il te faut 2 équipes du niveau de celle actuelle pour pouvoir performer et en championnat et en Coupe d'Europe. Donc ça veut dire que derrière il faut que ça suive en termes de recrutement, d'investissement, etc. Donc je sais pas si le club est aujourd'hui a des reins suffisamment solides pour pouvoir continuer, surtout vu le contexte, dans cette dynamique d'investissement autour de joueurs, parce que ça veut dire aussi que les salaires vont être plus élevés, etc. Donc il est tout à fait possible qu'une non-qualification soit une meilleure nouvelle pour le club, mais pour l'instant c'est trop tôt pour dire. En tout cas, c'est probablement aussi trop tôt pour proposer un pronostic sur notre place finale au classement cette saison, mais je vais quand même vous le demander. À votre avis, le RC Lens terminera combien? Je veux juste un petit tour de table à Maurice. Écoute, une belle 9e place au chaud, ça me va très bien. Ouais, Thomas? 8e. 8e. Sam? 8e aussi. Et Fabien? 10e, ouais. Allez, dans le top 10 en tout cas, et ce serait déjà énorme, effectivement. C'est le moment de siffler la fin de la première mi-temps de ce Culture Sang et Or. Pour tout de suite passer au quiz.
sera un tour de table avec chacun une question. Il est un peu pervers, je vous préviens tout de suite, mais la première question sera très simple. Elle sera pour Thomas. Thomas, quelle est la place du RC Lens au classement actuellement ? 7e, tu restes Thomas. Combien de clean sheets a fait le RC Lens cette saison ? Sam ? Ouais, non, mais j'entends déjà Greg Lallemand là. Non, mais. 6. Mais c'est un tout pile, Sam, c'est ça. Ce qui fait que Jean-Louis Leca a un classement de ratio entre nombre de matchs joués, nombre de clean sheets, qui le met. Voilà, il y a un classement sur les 24 gardiens qui ont joué cette saison. Amaury, est-ce qu'il est entre la première et la 5e place, entre la 5e et la 10e place, entre la 10e et la 15e place, ou entre la 15e et la 20e place, avec 6 clean sheets ? Entre la 5 et 10. Il est entre la 1 et 5. C'est le 4e meilleur gardien selon ce ratio. Donc, tu sors de la compétition. Fabien, combien le RC Lens a marqué de buts depuis le début de saison ? 19. Non, c'est 26. En fait, moi, j'ai toutes les réponses, Thomas, sauf ta question pour moi. C'est quand même assez dommage. Fabien, tu sors comme Amaury, qui malheureusement est sorti. Thomas, combien le RC Lens a encaissé de buts ? 24. 24, c'est un tout pile également. Le RC Lens a fait combien de matchs nuls, Sam, depuis le début de saison ? 5. Et non, c'est 3. Thomas, pour confirmer ta victoire, ma question sera simple. Le RC Lens a-t-il fait plus de matchs nuls à l'extérieur ou à domicile ? À domicile ? Ouais, 2 à domicile, 1 à l'extérieur. C'est donc Thomas, l'invité du jour, qui remporte ce quiz Culture Son et Or. Il va déjà nous déloger. Il était bien pervers. Mais en tout cas, le tout pile de Sam Duhamel, combien de clean sheets ? 6, est à noter quand même. Non, c'est de la chance totale. C'est de la chance totale. C'est la chance et le talent. On sait que la frontière est parfois ténue. On passe tout de suite à la seconde mi-temps de ce Culture Son et Or. Parler de ce RC Lens Lyon. Avant ça, on va faire un petit point sur les supporters. Je voulais demander à Thomas, on représente tous les supporters du RC Lens ici, mais forcément, Thomas, tu as une place un peu particulière dans le cœur des supporters depuis le documentaire de Sang et d'Or. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu t'es habitué à ne plus aller au stade et à consommer le RC Lens quelque part sans aller au stade depuis le début ? Non, c'est compliqué. En plus, voir les matchs à domicile, à la télé, ça m'arrive peut-être une fois par saison. Là, c'est compliqué. On sent qu'il y a un manque. Et on attendait la Ligue 1 avec impatience, justement pour aller dans des stades aux quatre coins de la France. Et on en parlait depuis des années. Les déplacements en bus, en voiture, en J9. C'est les à côté de Lens. Et c'est ce qui nous manque aussi, les potes, le stade et l'ambiance. Et des fois, quand tu es devant Téléfoot, est-ce que tu t'imagines, enfin moi je fais ça des fois, de me dire tiens, ce but de Ganago, comment je l'aurais vécu si j'étais au stade ? Est-ce que des fois tu es comme ça en train de te... Ouais, on aurait descendu quelques marches, on aurait remonté plus qu'avant le but, voilà, et on peut pas exploser de joie comme on le fait au stade. Je me suis fait engueuler plusieurs fois par mes enfants et ma femme parce que j'ai crié sur un but, le dernier Monaco-Lens là. Il marque au bout de 26 secondes. Et après, on étouffe notre joie et c'est compliqué. Moi, j'ai quelques voisins qui se sont plaints aussi. Sam, toi qui es l'un des seuls à continuer à aller au stade, puisqu'on rappelle que tu couvres les matchs du RC Lens pour RTL. Toi, tu le vis comment de l'intérieur comme ça ? Bah, je le vis mal aussi, hein, c'est sûr. C'est sûr que le Racing sans sa supporter, c'est pas du tout la même ambiance. Donc, moi, je suis vraiment désolé d'aller au stade. Alors, évidemment, on se régale en voyant les matchs, ça c'est top. Je vais pas dire le contraire, mais pour moi, il manque l'essentiel en fait. Hein. Il manque l'âme du club, il manque une ambiance de fou. Évidemment, ça fait tellement d'attentes. La Ligue 1, les supporters l'attendent depuis de longues saisons, et puis il se trouve que ça se passe très très bien. Donc c'est vrai que très souvent, je me prends à imaginer l'ambiance dans le stade avec ce jeu-là, ces résultats-là, cette fougue-là de la part des joueurs. Franck Hez qui est extrêmement audacieux, ambitieux dans le jeu, mais tout est réuni pour que les mecs ils soient en mode déglingo. Donc ça c'est vraiment une sorte de frustration pour moi de pas pouvoir vivre ça avec les supporters. Toi, Amaury, tu t'y habitues comment à cette situation ?
On peut pas s'y habituer. On peut pas s'y habituer, Thomas, c'est pas possible. Ça faisait 5 ans. Il y a 5 ans, on a vécu une année de déloc dans des stades un peu partout. Ça fait 13 ou 14 ans, je crois qu'on n'a pas fait un si bon début de saison. Tout est réuni, comme le dit Sam, pour qu'on vive enfin une grosse saison pleine d'émotions. Et c'est pas possible. Autant, je t'avoue que sur les d'autres matchs, je pourrais m'habituer le week-end à la télé, mais pas pour ceux de Lens, c'est pas possible. Ouais. Et on peut encore s'estimer heureux parce qu'à une époque, c'était plus difficile de voir les matchs de nos équipes. Hein. Et, encore de ça, 15 ans, je me souviens de mes débuts de supporter du RC Lens. Ouais. J'aurais à peine entendu un mec me parler de tout ça et j'aurais direct. Toi, Fabien, qui a plus l'habitude peut-être de suivre le RC Lens de loin, tu le vois comment, toi, en regardant les matchs à la télé, ce stade Bollard vide, ça te fait quoi? Ah bah c'est quelque chose auquel on s'habitue pas. Lens, c'est surtout les supporters. Moi, je me souviens quand j'y suis allé, mon père m'a emmené la première fois, je devais avoir 9-10 ans. J'ai regardé le COP pendant tout le match. Et je me souviens très peu du match, mais je me souviens de l'ambiance et le chant des supporters et la ferveur, le nombre incalculable de personnes dans le stade. Voilà, Lens, c'est ça. Et là, c'est vrai que le stade vide, l'ambiance feutrée. Heureusement qu'il y a les bonnes performances sur le terrain pour continuer à animer notre passion et à prendre plaisir d'avoir cette équipe en Ligue 1 malgré tout. Désolé, il y a un petit problème technique. Voilà, c'est réparé. On va passer. Donc, j'ai pas pu entendre la fin de l'intervention de Fabien, mais je suis sûr que c'était brillant comme d'habitude. En tout cas, les auditeurs l'ont eu sans problème. On va tout de suite passer au match qui nous attend mercredi parce qu'on va reprendre. Je vais employer cette expression. J'ai pas peur, tambour battant, la Ligue 1, puisqu'on affronte directement le leader chez lui au Groupama Stadium. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, Thomas, pour commencer? Ouais, une bonne reprise, qu'on reprenne mieux que l'année dernière en Ligue 2. On se voyait déjà peut-être trop beau et on fait janvier-février catastrophique. Donc là, je compte sur Francaise et je me fais pas trop de soucis. Je pense que ça va le faire. Après, forcément, direct attaquer chez le leader, ça nous remet dans le bain tout de suite. Ouais. Et on sait qu'on va devoir aller au charbon direct. Donc, un match compliqué, mais on a bon espoir. Est-ce que c'est pas peut-être le meilleur moment pour les prendre, Amaury? Si, ce que je vais dire, Thomas, il y a deux lectures. La première lecture, c'est qu'on dit que ça va continuer à l'extérieur, qu'on est sur une bonne dynamique. Il leur manque leur meilleur buteur, je crois, qui est Toko Ekambi. Ils ont 2-3 cas de Covid. Après une trêve comme ça, on sait que ça nivelle un petit peu les équipes. Donc oui, c'est le meilleur moment de les prendre. En revanche, c'est quand même une équipe qui adore contre-attaquer, qui a marqué cette plus grosse partie des buts sur contre-attaque. On sait que ces équipes-là ne nous vont pas bien. Nous, on aime faire le jeu et attaquer. Donc, ça, c'est un point qui m'inquiète un peu. Et aussi, Lyon reste quand même une très grosse écurie avec un milieu de terrain que moi, personnellement, j'adore. Et avec une très grosse force offensive. Donc d'un côté, on dit que c'est le meilleur moment pour les prendre. Et allons, de toute façon, avec nos armes, on n'a rien à perdre. Mais on a quand même un petit peu peur de ce qui peut se passer. Fabien, t'attends quoi, toi, de ce match? Oh, j'attends rien de particulier. On joue contre le leader qui est dans une très bonne forme, en tout cas avant la trêve. J'ai regardé cet après-midi les classements des 12, 10, 8 et 6 derniers matchs. Sur tous ces classements-là, Lyon est en tête et n'a pas de défaite. Ouais. Donc ils ont pris 30 points sur 36 possibles sur les 12 derniers matchs, pardon. Donc voilà, une équipe qui nous est supérieure sur le papier, qui visiblement nous est supérieure dans la dynamique de points. Donc j'attends juste que Lens prenne plaisir sur ce genre de rencontre. C'est pour ça qu'on attendait la Ligue 1, c'est pour jouer ce genre de match contre les grosses écuries du championnat. Et puis voilà, qu'on reste sur les mêmes prestations qu'on fournissait avant la trêve, quoi, tout simplement. Après, Fabien, j'ai envie de te dire que Monaco a été devant Lyon s'il avait gagné contre nous, donc allons les taper, on n'a pas peur. Hein. Ah ouais, exactement. Non, mais on n'a pas peur, mais j'attends rien de particulier ni en termes de résultats. En tout cas, voilà. Il faut un but de Silla au bout de 30 secondes et un feu vert qui alerte tout le voisinage. Sam, est-ce que Lyon te fait peur? Non, j'ai pas peur de Lyon, mais bon, non, je vais pas jouer contre eux. Mais ce que je voulais dire, c'est que Lyon, en fait, durant toute mon adolescence, je me souviens de revers cuisants avec des buts de tarés
que le Racing se encaissait. Alors chaque saison, on avait des buts de déglingo, quoi. Steve Marley et Benzema et Sonny Anderson. On se disait mais c'est quoi ces extraterrestres? Donc ce qui est intéressant avec Lens depuis le début de saison, c'est que quand Lens joue avec ses armes, ils peuvent jouer les yeux dans les yeux avec n'importe quel adversaire. Donc l'idée c'est de faire la même chose en essayant de maximiser toujours ce potentiel, de jouer avec les armes, essayer d'avoir les joueurs avec une maturité suffisante pour pas prendre de gros éclats à certains moments de la rencontre. Et puis si par bonheur il y a un fait de jeu qui fait que il y a moyen de rapporter un point, pourquoi pas. Pour ceux qui nous suivent en direct, vous avez vu un Greg Lallemand est apparu, un Greg Lallemand de La Voix du Nord, La Voix des Sports, parce qu'on sait que les pronostics, c'est un petit peu sa spécialité. Donc, on va finir pour ce moment-là. Et avant ça, Greg, t'es le leader du classement. Je vais quand même te demander qu'est-ce que tu attends, toi, de ce match face à Lyon, cette reprise de séance. Déjà, bonne année, Greg. C'est important. Voilà, moi, je suis venu. Alors, je suis venu, je vous ai écouté. Vous étiez merveilleux. Même Samuel Duhamel a été extraordinaire. Le est arrivé. Voilà, voilà. Et puis pour répondre à Waka et qui s'étonnait un peu de la question par rapport à mon régime. Moi, pendant les vacances, j'ai pas stabilisé. Si c'est la question. Si on doit reprendre un peu la métaphore de Fabien, la très bonne métaphore. Non, voilà, moi ce que j'attends. Pardon ? C'est sur une inter-rototo. Ouais, c'est ça. Là, je tire le groupe vers le gros, comme je disais ce matin sur Twitter. Donc voilà, il va falloir vite se remettre en forme. En tout cas, je voulais juste passer et puis vous souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui vont nous suivre. Et puis voilà, pour le match de mercredi, que dire que c'est pas un endroit où traditionnellement ça se passe bien pour le RC Lens, hormis finalement la dernière sortie du Racing, c'était en 2014-2015 avec une victoire un peu plein été, un peu surprise avec un but de Lailana Nomenjanari. Sinon, il y a quand même eu quelques déroutes, sacrées déroutes. On parlera évidemment pas de celle du 4 mai 2002 au final, sur le dernier match de championnat. Voilà, il y a eu c'est pas un endroit. Alors c'est pas un endroit. Avant c'était Gerland, maintenant c'est le Groupama Stadium. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Racing il a 27 points avant d'aller à Lyon. C'est absolument dingue et ça permet d'y aller presque, mais je vais pas dire sans pression parce qu'il y a toujours une pression. C'est un match de haut niveau. Les équipes veulent se jauger toujours. Mais franchement, c'est quand même mieux d'y aller comme ça avec 27 points parce que un esprit libéré. Cette équipe, elle est tellement surprenante. Je vous rappelle qu'elle a quand même battu des équipes comme Rennes, comme le PSG, comme Bordeaux, comme Saint-Etienne, des équipes ou Monaco, effectivement, récemment. Donc, à vrai dire, c'est un match très intéressant à regarder parce que on aura entre une équipe de Lyon qui est vraiment impressionnante, même s'il elle aura des absents, et une équipe de Lens qui a rien à perdre et qui est capable de faire mal à n'importe qui, vu son état d'esprit, sa manière d'évoluer depuis le début de saison. Voilà. Et rappelons qu'on est invaincu au Groupama Stadium. C'est pas faux. Et Lens avait gagné aussi à Gerland juste l'année d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez en Coupe de France. Alors, avec une égalisation de Valdivia à la dernière minute et un but de Jean-Baptiste Gébamin, voilà, dans la prolongation. Donc, il y a peut-être une série à continuer finalement. Greg, excuse-moi. Ouais. On parlait tout à l'heure avec Thomas du docu. Est-ce que ce serait pas la chemise qui est plus connue que Greg Lallemand lui-même ? Voilà, c'était la petite surprise. Bon, je vous montre. J'ai vu, donc c'est un peu une jauge aussi pour moi, c'est que depuis qu'on a filmé le docu, effectivement, j'ai pas stabilisé, vraiment pas. Donc, je vais vous laisser juste, regardez, voilà, c'est un petit cadeau. Je vais te surprendre, mais autant je la trouvais dégueulasse dans le documentaire, autant elle est toujours encore plus dégueulasse. C'est pour ça, c'est sa deuxième sortie officielle, on va dire. Voilà, sa première de 2021 et peut-être la dernière. Mais je me suis dit, allez, hop, c'est cadeau, c'est pour Culture Sang et Or. Vu que je me fais vanner depuis le docu, et moi, je me vexe très facilement, vous imaginez bien. Donc voilà, je me suis dit que c'était mon petit cadeau du Nouvel An pour vous tous, ce qui me permet aussi de saluer Thomas, qui était aussi dans ce docu, qui avait été très, très intéressant. Donc voilà, c'était ma manière à moi de souhaiter une bonne année à tous. Voilà. Je me fais charrier pour la barbe et les pleurs, moi. Donc. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Il fallait peut-être ne pas y être dans cette histoire finalement. C'est le jeu. C'est le jeu de se montrer. Greg, du coup, on t'a pris pour les pronostics, donc on va tous faire un tour des pronostics. Ce Lyon-là, vous voulez un spécialiste qui ne trompe à peu près jamais, si ce n'est une fois par semaine. Voilà. Non, moi je vais.
à chaque fois, vous allez dire que je suis pessimiste pour le RC Lens, mais j'essaie d'être pragmatique. Et comme cette équipe, elle surprend toujours, c'est toujours moi qui passe un peu pour celui qui se trompe, évidemment, parce que mais bon, voilà. Franchement, ça paraît compliqué sur le papier, mais parce que je suis de bonne humeur et que j'ai bien mangé pendant les fêtes, on va dire un partout avec un but de Jonathan Klaus. Pourquoi ? Parce que Jonathan Klaus n'a pas je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas tarder à arriver. J'espère pas porter la poisse à Jonathan Klaus parce que c'est vrai que en général mes pronostics sont pas les meilleurs, mais allez, un petit but de Jonathan Klaus, une égalisation à la 62e minute pour le symbole. 1-1, Jonathan Klaus, 62e minute. Allez tous sur BetClick, ruez-vous sur ça car c'est ce qui va se passer probablement ce mercredi. Sam, ton pronostic ? Je vais dire 3-1 pour Lyon. C'est-à-dire que je vois une forme de logique avec une équipe de Lyon plus performante, plus solide, et donc une victoire disons logique pour l'Olympique Lyonnais, même si encore une fois en termes de pronostic je suis aussi bidon que Greg. Après le 3-1 pour Lyon à Lyon, il est un peu dur pour nous quand même. C'est un peu compliqué de se rappeler de ce score. Amaury. Notre petit bout de chance continuer là, on aime surprendre et on aime prendre les équipes au bon moment. Donc, je pense qu'on va aller gagner 2-1 tranquillement à Lyon. Pardon ? Thomas, vas-y. Ouais, un beau 2-2. Un beau 2-2. Et Fabien ? Moi, je dirais victoire lyonnaise 1-0. Bon, alors, en tout cas, on en reparlera de ces pronostics qui sont très variés. On ne sait pas du tout comment ça va se passer au Groupama Stadium. Ce sera ce mercredi. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission, ce retour en 2021 de Culture Sang et Or. Merci à Amaury, Fabien et Sam. Merci Thomas d'avoir accepté notre invitation. Tu es le bienvenu dans l'émission. Peut-être pour une qualif en Ligue d'Esch sans la barbe, mais peut-être même avant. Greg, on remercie ta chemise d'être venu, toi aussi finalement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On l'a dit, donc Culture Sang et Or évolue un petit peu, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Culture Sang et Or, donc @Culture Sang et Or sur Twitter, Culture Sang et Or sur Facebook, sur la page YouTube de Culture Sang et Or, vous pouvez voir nos rediffusions. Si vous voulez juste les écouter, le podcast est disponible aux mêmes adresses qu'auparavant, donc Culture Sang et Or, le podcast. Et vous aurez bientôt d'autres contenus liés au sang et or, des petits articles, des petites interviews. Vous allez voir, ça va arriver très très vite en 2021. Voilà, c'est une année un peu folle pour nous puisque nous évoluons et ça fait plaisir. Vous nous avez aussi beaucoup demandé d'avoir plus de contenu, alors on vous le donne parce que voilà, on aime le RC Lens, on vous aime et c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Allez, on se retrouve donc pour débriefer de Lyon-Lens et du match d'après, je ne sais plus contre qui on joue. Strasbourg en samedi. Et de Strasbourg, donc de samedi, dans la prochaine émission de Culture Sang et Or. En attendant, je vais dire 2 mots qui fâchent les gens, parce qu'il y a des supporters lillois dans le chat, donc ça va les énerver, mais je vais le dire quand même. Allez, Lens.